Voilà. Bon, ça enregistre. Donc, bonjour à tous. Alors d'abord, toutes mes excuses. Je suis vraiment confus pour la semaine dernière. J'ai accumulé les difficultés, et y compris les difficultés de connexion. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment désolé. Alors simplement, vous inquiétez pas trop sur le planning. Là, ça allait jusqu'au 8 février, mais du coup, donc, je l'ai modifié. En fait, j'avais de toute façon, moi, bouclé une séance pour le 15 février. Donc, non seulement ça se terminera avant notre semaine de vacances de février, alors qu'il risque d'être, enfin, on verra comment elle sera, cette vacances, mais bon, cette semaine. Mais en revanche, il n'y a pas de problème pour traiter le programme, ça décale juste d'un lundi. Donc, de ce point de vue-là, vous inquiétez pas. Alors, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, je vais être obligé de vous laisser un peu plus tôt, c'est-à-dire à 17h30 pour des questions de réunion interne de l'université. Cela étant, en repensant au cours, je me suis dit que j'allais faire quelque chose en plus. C'est-à-dire que comme bon, les séances, elles sont ce qu'elles sont à distance, elles ne sont pas spécialement aisément interactives, encore que vous intervenez et c'est bien, et n'hésitez vraiment pas. Hein, vous pouvez lever la main, vous pouvez éventuellement faire du bruit, et du coup, je sens qu'on essaie de parler dans la salle, donc ça, n'hésitez pas. Mais ce que je vais faire, en toute hypothèse, c'est que je vais faire des vidéos complémentaires de 15 à 30 minutes, mais vraiment grand maximum. C'est vraiment essayer de faire une quinzaine de minutes sur des sujets particuliers qui peut-être sont un petit peu moins compliqués. Et ce qu'on fera, c'est que je prendrai évidemment toutes les questions, soit par écrit, soit tout simplement en séance. Donc, je rajouterai, ça viendra en plus du cours, sur un certain nombre de points, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir, et de manière à simplifier les choses. Donc, des petites vidéos de complément, toujours sur le même format, avec généralement un document de présentation, donc quelques diapos de présentation, et puis je vous dis entre un quart d'heure et une demi-heure grand maximum sur des sujets particuliers. Et après, je prends toutes les questions, que ce soit par écrit, encore une fois, ou à l'oral. Ceci étant dit, nous sommes sur, normalement, la première partie du fonctionnement du marché. J'y arrive, j'ai mis, voilà, j'ai mis sur MyCourse, normalement, vous avez la présentation. Il y aura, en plus, mais je suis en train de venir de le relire, le document que je vous prépare, qui est le document écrit, et que je mets à jour et que j'ai réadapté en fonction du programme. Donc ça, je pense pouvoir vous mettre déjà au moins tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui en ligne. Alors peut-être pas ce soir, parce que comme j'ai dit, j'ai une réunion, ça va être un peu tard, mais d'ici demain ou mercredi au plus tard. Donc vous aurez à chaque fois deux choses. Il y a les diapos de présentation, plus un support écrit qui accompagne le cours et qui couvre le cours. Et ça sera la même chose, évidemment, pour les vidéos complémentaires. Il y aura à la fois un support écrit plus ou moins développé et des diapos avec des schémas ou un certain nombre d'illustrations. Alors, nous arrivons, je vous rappelle, dans le programme, hein, après l'introduction qui servait à poser le cadre, un peu d'histoire, un peu de sources, à quoi sert le droit des marchés financiers. On arrive à la première partie sur le fonctionnement du marché, que nous allons voir aujourd'hui. Et dans le fonctionnement du marché, ou le bon fonctionnement du marché, alors je dis le bon fonctionnement du marché, c'est parce que c'est une formule qu'on emploie. En fait, il y a trois points à voir. On va en voir deux, j'espère, qui vont déjà pas mal nous retenir. Un, c'est les lieux d'exécution des ordres, donc c'est les classifications et l'organisation des marchés financiers. La seconde partie, c'est sur les professionnels des marchés financiers. Et là, on va découvrir ce qu'on appelle les PSI, les prestataires de services d'investissement, comment c'est organisé. Et puis la troisième partie sur le bon fonctionnement des marchés, mais je vous ferai plutôt des vidéos sur ça parce que c'est un peu plus de la classification, mais après on pourra prendre des questions. C'est sur les instruments financiers, c'est-à-dire les objets mêmes des transactions sur les marchés financiers. Alors, la raison pour laquelle je fais des vidéos complémentaires, c'est que c'est pas une partie très dynamique, c'est une partie en fait de dire, voilà, il y a des titres de capital, des titres de créances, donc les actions, les obligations, ce que vous connaissez. Là où ça sera beaucoup plus intéressant et plus dynamique, c'est lorsqu'on arrivera dans la dernière partie du cours sur la
protection de l'intérêt public, et on verra les opérations, et puis aussi une partie sur la protection de la concurrence, on verra les opérations. Donc là, dans une perspective beaucoup plus dynamique, une émission de titre, la question d'une offre publique, et là, pour le coup, on sera vraiment sur l'utilisation de ces instruments, mais dans des contrats et dans des opérations qui sont un peu plus intéressantes que juste la classification des instruments financiers. Alors voilà pour le programme. Donc là, le fonctionnement du marché est d'abord, ce que j'étais en train de vous dire, est d'abord la première partie sur les marchés, ce qu'on appelle tout simplement les lieux d'exécution de quoi? Des ordres qui sont passés sur les marchés. Et donc ces trois éléments, les marchés, les professionnels, les instruments financiers, tout ça est relatif évidemment au fonctionnement du marché. Pourquoi? Les lieux d'exécution, c'est effectivement le cadre. Les professionnels, c'est ceux qui vont animer le marché. Et puis, les instruments financiers, c'est l'objet de la transaction elle-même. Alors, sur les marchés, bon, premier point, on l'avait déjà dit, mais je le répète, c'est que l'histoire des marchés financiers est caractérisée par l'interventionnisme assez marqué, ou plus ou moins marqué, selon les pays des pouvoirs publics, mais qui va se combiner à partir du milieu des années 1980 et encore jusqu'à aujourd'hui, à un mouvement de libéralisation et de dérégulation qui a été provoqué par l'internationalisation de l'industrie financière, la fameuse globalisation qu'on a évoquée, et la construction du marché unique, l'espace financier européen, donc au sein de l'Union européenne. Alors j'insiste sur ces deux points parce que, je l'ai déjà dit, mais je le répète, le droit des marchés financiers, la structure là qu'on va voir des marchés financiers, telle qu'elle existe en France, est en réalité une structure qu'on va retrouver dans l'ensemble de l'espace de l'Union européenne. Et dans les autres pays, on va souvent retrouver des structures qui se ressemblent ou qui se répondent. Pas, évidemment pas la même, mais qui sont assez similaires. Ce mouvement de dérégulation et de libéralisation qui a en gros mis l'accent sur l'autorégulation ou la co-régulation des acteurs professionnels a un peu changé à partir de 2008, puisque la crise de 2008 a mis de nouveau au premier plan le rôle des États et de la régulation, en tout cas par les États. Alors, ce n'est pas la même forme d'interventionnisme tel qu'il existait avant les années 80, évidemment, c'est quelque chose de différent. Les acteurs professionnels continuent à avoir quand même un rôle et une autonomie importante, mais ce qui est clair, c'est que il y a une présence plus forte de la régulation, et les pouvoirs publics se focalisent notamment sur la question des risques, l'évaluation des risques, alors tant au niveau de la firme, donc au niveau micro, qu'au niveau macro, avec à l'esprit tout simplement l'objectif d'essayer de réduire ou de contrôler le risque systémique. Vous savez, la théorie des dominos, la défaillance d'un opérateur financier qui peut entraîner l'ensemble du marché et des marchés financiers d'une part, mais du coup l'économie réelle ensuite. Ce qui est clair, c'est que ça a mis le rôle des pouvoirs publics de nouveau en amont et qu'il pèse très lourdement sur l'organisation des marchés. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Quand on va voir la structuration des marchés, il faut bien garder à l'esprit qu'à partir de la période qui s'ouvre après la crise financière de 2008, on a une structuration des marchés et les règles tendent à assurer une meilleure visibilité des risques. Et donc, si ce n'est un contrôle au sens d'une autorisation des opérations, en tout cas, la visibilité des opérations, et donc ça implique sans doute un formalisme plus important. Dans le contexte français et européen, la définition des marchés est d'ailleurs liée à l'intensité de la réglementation obligatoire. Et on va voir, c'est ça qui distingue les marchés. On distingue 4 types de marchés en France. Le marché réglementé, d'ailleurs, je dis en France, mais dans l'espace financier européen. Le marché réglementé, qui est en fait l'héritage de l'organisation étatique du secteur. Les MTF, les fameux Multilateral Trading Facilities, c'est-à-dire en bon français les systèmes multilatéraux de négociation, donc les sigles
le sigle français c'est SMN, mais beaucoup de gens parlent des MTF, y compris en français, emploient le terme anglais, qui sont en fait des plateformes multilatérales de négociation. Et c'est ce qu'on a pu qualifier avant des marchés non réglementés ou des marchés organisés et non réglementés, parce que le contrôle public était allégé. Et puis, désormais, il y a aussi les SON, donc les systèmes organisés de négociation. Là encore, on a tendance à employer l'acronyme anglais qui est OTF pour Organized Trading Facilities. On va revoir tout ça plus en détail. Et puis enfin, il y a une dernière structuration de marché, ce qu'on appelle les internalisateurs systématiques. C'est une confrontation directe de l'offre et de la demande par un intermédiaire. Et on verra que c'est encore un procédé distinct. Alors, avant de voir plus ou moins rapidement ces différents marchés, leur structuration, il faut se poser la question de la distinction des différents marchés. Et en fait, une première approche, c'est de dire quelles sont les classifications ou les distinctions économiques que l'on peut faire des marchés. Et vous verrez qu'à chaque distinction économique correspond un cadre juridique particulier. Alors, là, autour, sur ce diapo-là, vous avez les marchés au centre, et j'évoque les acteurs techniques, politiques et économiques. Alors, on reviendra dessus, mais c'est parce que, pour bien comprendre, il y a ce qu'on peut appeler des acteurs techniques, ce sont les chambres de compensation, les systèmes de règlement-livraison. Il y a des acteurs politiques, ce sont les régulateurs ou les superviseurs. Alors, je dis politique, c'est au sens premier du terme, c'est pas au sens la politique droite-gauche, hein, c'est ceux qui mettent en place notamment les politiques publiques en la matière, donc je vous ai dit, avec cet objectif essentiel de lutter contre ou en tout cas de réduire le risque systémique. C'est aussi d'assurer la concurrence sur les marchés. Donc, les acteurs politiques, eux, mettent en place en fait des politiques publiques, et les acteurs politiques, ce sont par exemple l'ACPR, qu'on va voir, hein, l'autorité de contrôle prudentiel, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui a un pouvoir quasi-réglementaire sur les marchés. Et puis, il y a les acteurs économiques, pour lesquels on va un peu plus se focaliser, qui sont les PSI, par exemple, les prestataires de services d'investissement, et de manière générale, tous les intermédiaires qu'on va trouver pour le fonctionnement du marché. Alors, si on arrive au marché, comme je l'ai dit, ça, c'est j'aurais dû la mettre avant, cette diapo. Ça, ce sont les fameuses, en première approche, les 4 marchés réglementés. Alors, 4 plus 1, pourquoi? Parce que là, je vous avais parlé du marché réglementé des SMN et des SON, plus l'internalisation systématique. J'ajoute, mais j'aurais peut-être dû le mettre en italique, les opérations de gré à gré. Les opérations de gré à gré, c'est toute opération qui va se faire entre 2 opérateurs directement, sans passer par un marché, par une place de marché. Donc, les opérations de gré à gré, c'est le degré, on va dire, quasiment zéro de la réglementation. Pourquoi? Parce que les opérations de gré à gré, elles sont essentiellement régies par le droit des contrats et éventuellement ensuite par le droit des sociétés pour les règles qui vont s'imposer aux émetteurs. Donc, on les met un peu à part. La difficulté des opérations de gré à gré, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi ce ne sont pas du tout celles qui sont favorisées, c'est qu'elles sont peu visibles. Si on n'oppose pas un système de compensation ou un enregistrement, ce sont des opérations entre opérateurs privés dont on ignore l'existence. Et donc, pour pouvoir surveiller les risques sur le marché, les opérations de gré à gré, évidemment, créent ce qu'on appelle la finance de l'ombre, le shadow banking, c'est-à-dire des opérations financières qui sont parfaitement licites et valables, mais qui ne sont pas visibles pour les superviseurs. Donc, je les mets de côté parce que, évidemment, l'organisation des marchés financiers, c'est au travers des marchés réglementés SMN, SON et internalisation, les opérations de gré à gré, il est très, très difficile de les rendre visibles, mais on verra qu'il y a quand même un certain nombre de règles et qui ont été mises en place pour essayer de faire cela. Alors, sur
sur la distinction des marchés et sur tout d'abord la notion de marché elle-même, avant de voir les classifications. Il y a différentes acceptions de la notion de marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le droit hein, qui s'y intéresse, il y a évidemment l'économie, la sociologie et tout. Si on prend l'approche traditionnelle, un marché, c'est quoi? C'est le lieu où s'effectuent les transactions qui résultent de la rencontre de l'offre et de la demande. Là, jusqu'à présent, je ne prends pas beaucoup de risques et tout le monde voit de quoi il s'agit. Simplement, en matière financière, ça soulève une interrogation, c'est lié aux critères de lieu. Pourquoi? Parce que historiquement, les marchés financiers, c'est un bâtiment, c'est un lieu physique où les gens vont et se rencontrent. Or, le critère du lieu, au sens physique et spatial, il ne tient plus en raison de ce qu'on appelle la délocalisation des échanges. Certains disent la localisation, l'absence totale de localisation du fait de la digitalisation des marchés, notamment. Et puis, il faut y ajouter l'internationalisation. Alors ici, d'un point de vue juridique, pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue juridique, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que le débat sur délocalisation ou allocalisation, en raison du recours à l'électronique, à la digitalisation et à l'internationalisation, est a priori, me semble-t-il, encore une fois en droit, sans grand intérêt. Pourquoi? Parce que si on délocalise, ça suppose un déplacement de la localisation. Or ici, au mieux, on a déplacé d'un lieu de rencontre physique à un lieu de rencontre physique intermédié par l'électronique. Mais il y a bien des serveurs à un endroit donné, donc la part physique n'a pas complètement disparu. Quant à avoir un lieu à localiser, ça supposerait la disparition de toute localisation, et ça, ce n'est juste pas possible, tout simplement parce que une transaction va nécessairement être soumise à un droit. Et donc, il ne peut pas y avoir une absence totale de localisation, il y a nécessairement une localisation abstraite, qui est de dire que telle opération est soumise au droit français, au droit américain, au droit de Hong Kong ou quoi que ce soit. Donc il y a bien un rattachement et la réalité des transactions financières ne correspond du coup ni à un déplacement du lieu de rencontre de l'offre et de la demande, ni à une absence de lieu de rencontre du lieu de rencontre de l'offre et de la demande. Puisque, en étant numérisées, les transactions se font en un lieu abstrait qui est accessible par de multiples lieux physiques, et d'autre part, les transactions ont bel et bien lieu en un endroit qui est défini abstraitement par son rattachement à un système de droit. Donc, le critère du lieu, il demeure pertinent, mais il a changé de concrétisation. Il demeure pertinent, et simplement, il faut bien avoir à l'esprit qu'il ne faut plus le confondre avec la localisation dans un bâtiment physique, mais en réalité, il y a bien une localisation dans l'espace juridique. Toutes les opérations financières sont nécessairement localisées dans un système juridique. Et donc, le marché est bien localisé juridiquement parce qu'il est rattaché à l'application d'un droit. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, le marché désigne l'ensemble des transactions qui portent ici sur des instruments financiers. C'est ce qui nous intéresse. C'est une notion qui a toujours été admise. Qu'est-ce qui constitue, qu'est-ce qui reforme la cohérence du marché d'instruments financiers? C'est justement les transactions sur instruments financiers. Et donc, l'élément fédérateur ici, c'est l'aspect conventionnel des contrats, des transactions, et l'intervention d'une autorité. Pourquoi? Parce que, en fait, l'ensemble des marchés financiers fonctionnent sous le contrôle d'une autorité, que ce soit l'autorité de l'entreprise qui anime, qui fait fonctionner matériellement le marché, ou que ce soit du superviseur, du régulateur du marché. Simplement, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'est vrai, c'est indiscutable, mais on n'a pas dit grand-chose. Et ça m'amène à troisième observation sur cette notion de marché, c'est qu'en fait, le marché s'identifie à sa régulation. Et c'est le régulateur, en fait, qui définit le marché. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, le fait que ce soit une transaction,
ça ne dit pas grand-chose. En revanche, le fait qu'il y ait un régulateur qui définit et délimite ce qu'est le marché, c'est fondamental. Et donc, effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui caractérise le marché d'instruments financiers? C'est l'existence d'un régulateur qui a une autorité et qui fixe les règles de fonctionnement du marché. Et donc, en synthèse, ce que je vous ai mis sur la diapo, là, c'est que le marché financier demeure toujours un lieu de confrontation de l'offre et de la demande, qui permet la réalisation de transactions et qui sont régulées par une autorité, qu'elle soit publique ou privée. Alors, en France, elle sera publique. Et dans l'espace financier européen, ce seront des autorités publiques. Mais d'un point de vue purement théorique, ça pourrait être aussi une autorité privée. Alors, cette approche, en fait, elle est confirmée par la classification et la catégorisation des marchés que l'on peut faire lorsqu'on s'intéresse aux différents aspects d'un point de vue économique. Ce que vous retenez à ce stade, c'est que, certes, il n'y a pas de notion unique de marché, mais que les éléments qui sont importants pour identifier un marché d'un point de vue juridique et d'un point de vue de la régulation, c'est ce qu'il y a dans la cartouche bleue ici. Donc, un lieu de confrontation de l'offre et de la demande, la réalisation de transactions, donc des contrats tout simplement, régulés par une autorité. Alors, si on prend les distinctions économiques, on parle par commodité de langage du marché financier, mais fondamentalement, il y a bien des compartiments distincts. Et ces compartiments distincts, cette complexité, fait qu'en réalité, il y a des marchés financiers, ce qui veut dire qu'il y aura des régulations distinctes. C'est ça qu'il faut retenir d'un point de vue juridique, c'est que à ces différents compartiments économiques qui vont porter ou sur l'objet ou sur la façon dont on réalise les transactions, va correspondre à chaque fois un droit, une régulation qui lui sera propre. Alors, les différentes classifications qu'on peut rencontrer, d'abord, on va rencontrer celle, je vous ai fait un tableau, mais celle qui permet de distinguer le marché financier du marché monétaire. Les marchés financiers, qui est une catégorie tout à fait générique, renvoie aux instruments financiers, mais il y a effectivement à côté des marchés financiers au sens précis, qui est le marché de l'argent à moyen terme et à long terme, le marché monétaire, qui est là, et celui qui est animé par les établissements bancaires et par le droit bancaire. Et donc, l'ensemble constitue le marché des capitaux, mais les règles qui vont s'appliquer ne seront pas les mêmes. Le règle qui s'applique au marché de l'argent à court terme ne sera pas le même que celui qui va s'appliquer, par exemple, aux opérations de swap, de futurs, etc. Donc, si on regarde ensuite les différentes classifications, il y a celle qui porte d'abord sur la régulation. Je distingue un marché par la nature de sa régulation. Quand je dis par la nature de sa régulation, en fait, je veux dire par l'intensité de sa régulation. Le critère de l'intensité, et c'est de l'intensité du caractère impératif des normes. Dans l'ordre décroissant, le marché qui est le plus structuré et qui est soumis à la plus forte intensité de règles impératives, c'est les marchés réglementés. Et puis, quand on descend, MTF, SON, d'ailleurs, je fais une petite erreur là, parce que j'aurais dû mettre SMN, SON, ou MTF et OTF. Mais en gros, systèmes multilatéraux, ensuite, système organisé, internalisation, et puis le gré à gré, donc je l'ai dit, effectivement, il était essentiellement régi par le droit commun des contrats. Et donc, ce premier critère distingue les marchés selon l'intensité de la régulation impérative. Ensuite, il y a la question de l'objet économique. Quel est le critère ici de l'objet économique? C'est celui qui renvoie au marché de financement et au marché dérivé. Les marchés de financement, vous le savez, ce sont l'ensemble des moyens financiers dont cherchent à se procurer les agents financiers. Je cherche à financer mon activité. Donc, émission de fonds, émission d'obligations, obtention d'un financement par de la dette, titre de dette, ou titre de créance, ou alors j'émets des titres de capital pour attirer des investisseurs.
Ça, c'est les marchés dits de financement. Et puis, à côté, il y a les marchés dits dérivés, qui, eux, ont un tout à fait autre objet, puisque ce sont l'ensemble des moyens qui permettent de se prémunir contre des risques. Que ce soit des risques financiers, ou, enfin, ce sont des risques financiers en règle générale, mais que ce soit des risques financiers purs, ou que ce soit au regard d'une activité professionnelle. Alors, je vais prendre le cas des compagnies aériennes, même si aujourd'hui, on va dire qu'elles aient une grande activité, mais je suis une compagnie aérienne, je veux m'assurer que l'achat de mon carburant sur les 6 mois à venir soit anticipé, et donc je vais me prémunir des risques d'évolution du prix des carburants. Et ça, c'est les marchés de dérivés. Simplement, on sait que ces marchés peuvent aussi permettre de réaliser des opérations uniquement pour jouer sur le différentiel, ce qu'on appelle une pure spéculation financière. Mais à l'origine, les marchés dérivés cherchent tout simplement à ce qu'un opérateur puisse se prémunir contre une évolution qui lui serait défavorable du cours des actifs. Donc ça, c'est une autre façon de distinguer les marchés. Les règles ne seront pas les mêmes, évidemment, entre les marchés de financement et les marchés de dérivés. On verra que les instruments financiers, sur l'un ou sur l'autre, ne sont pas les mêmes. La question du temps, en fait, ici, juridiquement, on vise le critère de la modalité d'exécution dans le temps. Il y a des marchés au comptant, c'est-à-dire à exécution immédiate. Et là, l'enjeu, on va le voir d'un point de vue technique, c'est le mécanisme de règlement-livraison, parce que j'achète et je livre au même moment. C'est un marché dit au comptant. Et donc, ça veut dire que d'un point de vue juridique, l'exécution est immédiate. Or, on verra que le jeu du marché suppose nécessairement un décalage technique entre l'ordre donné et la réalisation de l'ordre. Donc, on va essayer de mettre en place des mécanismes, et la régulation va s'y atteler, qui réduisent, voire qui éliminent ce risque. Et puis, en face des marchés au comptant, il y a évidemment les marchés à terme, c'est-à-dire dont la modalité d'exécution est décalée dans le temps. Et cette exécution différée dans le temps, elle soulève d'autres questions, d'autres risques, notamment la question de la défaillance, le risque de contrepartie dans le temps. Et donc, il va y avoir un autre type de régulation qui va servir à limiter les effets de ce risque, notamment ce qu'on appelle les appels de marge, ou en bon français, là encore, les collatéraux. C'est-à-dire que si j'ai une opération à terme, je suis obligé il y a des appels de marge, je suis obligé de mettre de l'argent ou des actifs de côté pour garantir l'exécution à son terme. Évidemment, ce qu'on ne va pas trouver sur les marchés au comptant. Ensuite, il y a un critère sur la modalité d'exécution de la prestation. Juste avant, c'était la modalité d'exécution dans le temps. Là, c'est la modalité d'exécution de la prestation elle-même. Il y a les marchés à livrer et les marchés différentiels. Alors, le marché à livrer, c'est l'exécution en nature. J'achète des actions, je reçois des titres de société actions. Alors que les marchés de différentiels, eh bien, je reçois la différence. Je vais avoir un contrat d'achat, un contrat de vente. Et évidemment, selon le jeu que j'ai fait, je vais soit récupérer, soit perdre la différence en dénouant les deux contrats. Et ce qu'on appelle les marchés de différentiels, parce que c'est de l'arbitrage, tout ce qui m'intéresse, c'est la différence entre les deux contrats. Je ne cherche pas à obtenir le sous-jacent. Évidemment, on voit bien la complexité. Si je passe sur des instruments qui portent sur des matières premières, on voit très bien comment il faut clairement identifier si c'est un marché à livrer ou un marché différentiel. Si je joue sur la couverture d'un point de vue matière première, je ne cherche pas nécessairement à recevoir les tonnes de cacao sur lesquelles j'ai passé des opérations dans mes bureaux. Ça, c'est clair. Ou ça peut être au contraire. Ça peut être au contraire un contrat par lequel, certes, je cherche à me couvrir, mais éventuellement, je veux recevoir la marchandise sous-jacente. Donc, on voit comment tout ça va avoir un effet sur la structuration de l'instrument financier et du contrat, et que cette différence entre les marchés à livrer et les marchés différentiels va supposer, évidemment, des règles de fonctionnement qui ne sont pas les mêmes. Et puis, enfin, il y a une dernière catégorie, qui est la distinction entre le marché primaire, le marché secondaire et le marché gris. Et ça, c'est en fait le critère de la nature de l'actif. Le marché primaire, c'est tout simplement le marché des nouveaux titres.
Exemple, je fais une augmentation de capital, donc je mets sur le marché des nouveaux titres et je veux une souscription de nouveaux titres. Ce marché ne pourrait pas fonctionner sans le marché secondaire, qui est en fait tout simplement le marché des titres qui sont déjà émis, ou dit différemment, le marché des titres d'occasion. Et pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas fonctionner l'un et l'autre indépendamment? Tout simplement parce que sinon, il y aurait ce qu'on appelle le piège de l'investissement. Il n'y aurait pas de liquidité. Le marché secondaire, c'est ce qui assure la liquidité du marché des émissions. Donc les deux sont nécessaires, marché primaire et marché secondaire. Et vous voyez bien la différence du côté de l'émetteur. Si j'émets des titres sur le marché, vous avez un contre-jour là, plutôt important. Est-ce que ça marche? Ouais, un peu mieux. Hop. Pardon. Donc, je reviens sur la distinction entre l'émission de nouveaux titres, marché primaire et marché secondaire. Il y a aussi une distinction importante à avoir à l'esprit, c'est que dans le marché primaire, je suis l'émetteur, je suis une société commerciale, j'émets des titres sur le marché. Ces titres sont souscrits par des investisseurs. C'est moi qui reçois les fonds, donc c'est moi qui me finance. Dans le marché secondaire, en revanche, c'est le propriétaire des titres qui les revend. Et donc, c'est lui qui reçoit des fonds. Donc, si j'ai un actionnaire qui a un paquet de titres que j'ai émis et qui les vend sur le marché, moi, en tant que société émettrice, je vois un changement d'actionnaire, mais je ne reçois pas de fonds nouveaux, évidemment. Donc, les deux marchés sont nécessaires, primaire et secondaire, mais on voit bien qu'ils n'ont pas du tout le même effet économique, ce qui va expliquer que la réglementation ne sera pas la même sur l'émission des titres. Et puis, à côté, il y a ce qu'on appelle le marché gris. Alors, le marché gris, c'est en fait l'ensemble des négociations de titres qui ne sont pas encore émis. C'est donc les titres non encore admis aux négociations. C'est la terminologie qu'on emploie dans les textes. On parle des titres admis aux négociations, donc qui ont été émis sur le marché, des titres non encore admis aux négociations. Et donc le marché gris, c'est en fait le pré-marché. Et c'est un marché qui n'a aucune liquidité. Alors pourquoi est-ce qu'il faut quand même l'évoquer? Tout simplement parce qu'un des rôles des intermédiaires, et on va le voir en regardant les services d'investissement, et certains, il y a des qualifications de services d'investissement qui correspondent à ce marché gris, puisque c'est le rôle de l'intermédiaire d'essayer de placer des titres avant même qu'il y ait une admission en négociation. Donc c'est un rôle particulier et qui est effectivement très important pour le bon fonctionnement du marché. Alors ça, ce sont pour les classifications non juridiques, mais ça permet de voir comment chacune des classifications d'un point de vue économique renvoie bien à des régimes juridiques particuliers. Et on voit bien que la régulation ne sera pas la même derrière ces différents éléments. Alors, avant d'attaquer les différents marchés, juste pour revenir sur la classification légale des marchés, je vais juste préciser chacun des marchés, mais je vous ai mis les règles essentielles là. Peut-être juste quelques petits mots pour remettre en perspective historique la construction de ces marchés, mais très, très rapidement, et je vais partir tout simplement des années 90. On ne va pas remonter, on l'a déjà fait, plus haut. L'approche française, vous l'aurez compris, qui a une tradition que je pourrais appeler politico-institutionnelle, a toujours mis l'accent sur l'opposition entre les marchés réglementés et les marchés non réglementés. La construction politique et institutionnelle de la France, évidemment, repose sur une centralisation ancienne. On en parle même pour la question des vaccins ou de la lutte contre des virus. C'était vrai aussi en matière financière. Simplement, même si c'était de manière moins tranchée, cette même approche de distinction entre marchés réglementés, donc organisés par les pouvoirs publics, et d'autres marchés moins organisés, a été aussi celle du droit européen ou du droit communautaire, puisqu'avant on parlait de droit communautaire. Aujourd'hui, il faudrait parler de droit de l'Union européenne.
je rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette distinction, c'est que de 57 jusqu'au début des années 2000, jusqu'à ce que l'on crée l'Union européenne avec les nouveaux traités, après les traités de Lisbonne de 2009, nous avons vécu avec les communautés économiques européennes, puis la communauté européenne, et maintenant l'Union européenne. Et donc on parlait de droit communautaire lorsque les traités instituaient des communautés. Normalement, aujourd'hui, il faudrait parler de droit de l'Union, et on parle de droit de l'Union, mais le terme droit communautaire est parfois encore employé. Donc ce que je vous disais, c'est qu'au sein du droit de l'Union européenne, la distinction qui repose entre un marché réglementé et des marchés non ou moins réglementés a été retenu, et le premier texte qui est le point de départ de la modernisation des marchés européens coordonnés dans l'espace de l'Union européenne, c'est la directive services d'investissement, qu'on appelle la directive DSI de 1993, qui évidemment n'a plus lieu d'être aujourd'hui, c'est un texte qui a été abrogé, mais qui va poser la base des règles structurant les marchés financiers jusqu'en 2004. Pourquoi? Parce qu'en 2004 va être adoptée la MIF, à vrai dire, il faudrait dire la directive marché d'instruments financiers, qui va abandonner, et c'est là le point de rupture, il est là, qui va abandonner ce regard ou cette approche très simple. D'un côté, il y a le marché réglementé, de l'autre, il y a les marchés non réglementés, pour une structuration et une architecture plus complexe qui retient en fait une espèce de dynamique d'éclatement des marchés et notamment de mise en concurrence. Pourquoi? Parce qu'à partir de la MIF 2, donc la directive marché d'instruments financiers 2, qui va être adoptée en 2014 et qui constitue, sous réserve d'un certain nombre d'adaptations, mais qui constitue le droit applicable aujourd'hui et qui est entré en vigueur en 2018, on est passé à un système qui combine ces 4 marchés que vous voyez là apparaître sur le tableau. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir d'un côté le marché réglementé et de l'autre des marchés non réglementés, on a en réalité une gradation différente de la réglementation des marchés. Le marché réglementé demeure le marché le plus réglementé, mais les autres sont construits en réaction à cette réglementation pour créer, si vous voulez, des règles impératives, mais qui sont décroissantes en termes d'intensité. Et je pense que c'est ça qui permet de distinguer les marchés. Et donc, en 2004, je pense que je me suis exprimé d'une manière qui a pu induire la confusion. À partir de 2004, on va partir sur une architecture de concurrence des systèmes. Pour la petite histoire, d'ailleurs, c'est assez paradoxal. Au même moment, aux États-Unis, ils faisaient le chemin inverse. Au même moment, aux États-Unis, autour des débuts des années 2000, ils revenaient sur la multiplication des marchés, considérant qu'il y avait des risques, notamment financiers, trop importants avec une trop grande concurrence des marchés. Alors, cela étant, pourquoi est-ce que l'Union européenne a adopté cette architecture où finalement vous avez 4 plateformes différentes, marché réglementé, SMN, SON, internalisation systématique, même si l'internalisation systématique est un peu différente, tout simplement parce que c'était la pratique. Et donc, ce qu'a fait l'Union européenne, et ce qu'ont fait beaucoup de régulateurs, c'est qu'ils ont mis en place une régulation qui répondait à ce que faisaient les praticiens, plutôt que d'essayer d'empêcher les praticiens de faire différemment, simplement parce qu'ils savaient très bien que c'était un combat qui était perdu d'avance. Donc, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on a dit parfois, cette architecture un petit peu complexe n'est pas juste née dans le cerveau un peu torturé d'un haut fonctionnaire européen, mais tout simplement de la volonté de l'Union européenne de pouvoir répondre aux pratiques des marchés et de pouvoir accompagner la dynamique des marchés financiers sans pour autant perdre prise sur la gestion des risques et l'évaluation des risques du marché d'un point de vue macroéconomique. Donc ça, je pense que c'est important parce que, au fond, derrière cette déclinaison de plusieurs marchés, l'objectif principal poursuivi, c'est bien l'émergence d'un marché unique des services financiers dans l'espace de l'Union européenne.
Et donc, la directive MIF dès 2004, renforcée en 2014, elle va s'attacher en fait à faire quoi? Je cite, et puis après je repasse sur les marchés. Elle s'attache à établir un cadre réglementaire concurrentiel entre les divers modes d'exécution des transactions sur instruments financiers, à améliorer la protection des investisseurs, très important. C'est à partir de ce moment-là, à partir du début des années 2000, donc 2004, qu'on voit apparaître et se banaliser ce qu'on appelle l'approche KYC, Know Your Customer, donc d'obligation sur les professionnels d'aller chercher de l'information, d'offrir effectivement des règles, pardon, pas d'offrir, mais d'adopter des règles qui offrent la meilleure information possible des clients, avec cette idée évidemment que le marché ne fonctionne pas en raison des asymétries d'information naturelles et qu'il faut donc poser des règles pour contrer cette asymétrie d'information. Améliorer l'exercice du passeport européen, on va l'évoquer, c'est fondamental. Garantir enfin la transparence des marchés financiers et imposer des règles de conduite et une supervision à la fois plus stricte et uniforme. Parce qu'à partir du moment où vous faites un espace financier européen, il faut qu'il y ait une uniformisation, en tout cas une forte coordination de la supervision. Et c'est le système que nous avons aujourd'hui et qui a mis en avant, au regard des marchés, qui a mis en avant le concept d'infrastructure de marché. Et on parle beaucoup des infrastructures de marché, qui sont les plateformes de négociation. Et les plateformes de négociation, c'est précisément le marché réglementé, les SMN, les SON, et l'internalisation systématique, qui est une forme de marché, mais qui n'est pas une plateforme, et on va voir pourquoi, parce que ce sont des transactions bilatérales. Alors ça, c'est le système tel qu'il existe. Alors, la définition et les règles communes qui sont mises en œuvre, on les trouve dans le Code monétaire et financier. Et en gros, vous avez une définition, enfin pas vraiment une définition, vous avez une affirmation de ce qu'est une plateforme de négociation, et puis ensuite, vous allez avoir des règles propres à chacune de ces plateformes. Alors la définition est un peu circulaire parce que la loi, elle dit tout simplement, en application de la directive MIF 2, elle dit quoi? Elle dit une plateforme de négociation est un marché réglementé, au sens de l'article machin, un système multilatéral de négociation, au sens d'un autre article, ou un système organisé de négociation, au sens d'un troisième article. Donc c'est un peu circulaire parce que on vous dit que désormais les transactions sont réalisées par des plateformes de négociation, mais en réalité, il n'y a pas une notion commune de plateforme avec un ensemble de règles qui s'appliqueraient à toutes les plateformes et ensuite des règles différentes. Il y a bien, en réalité un renvoi à chacune des règles propres aux différentes plateformes. En fait, l'intérêt du texte, il est pas tellement dans l'idée de donner une définition des plateformes, il est de donner un cadre commun et de stabiliser les catégories d'intervenants, donc les fameux professionnels qu'on va voir après, les PSI et les autres intermédiaires qui font fonctionner le marché. Donc c'est ça son intérêt, c'est qu'il y a un cadre commun et il y a des catégories d'intervenants. L'objectif étant de réduire l'insécurité par trop de flou, si vous voulez, encadrant les professionnels de marché. Pourquoi? Parce que c'est cette disposition commune qui, en fait, spécifie ce qu'est un gestionnaire de plateforme. Et le gestionnaire de plateforme, et puis ça définit aussi ce qu'est un membre de plateforme, mais c'est plutôt le gestionnaire qui nous intéresse ici, et cette même disposition va définir ce qu'il faut entendre par accès électronique, parce que ça c'est un point qui est fondamental, et l'identification d'un système multilatéral. Alors, quels sont ces différents éléments? Ce sont les éléments qu'on va retrouver ensuite, mais là qui sont communs à toutes les plateformes. Un gestionnaire de plateforme de négociation, c'est une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement qui est agréé pour exploiter un marché. Alors, comme le marché réglementé, on va voir qu'il y a une reconnaissance ministérielle. En réalité, il n'y en a qu'un de gestionnaire du marché réglementé. En revanche, pour les SMN ou les SEN, il peut y en avoir plusieurs, puisque en France, plusieurs professionnels peuvent décider de créer un SMN.
Donc, il faut un agrément pour exploiter un SMN ou un SON. Donc ça, le gestionnaire de plateforme de négociation, c'est ça. C'est une entreprise de marché ou un PSI qui est agréé pour exploiter une plateforme de négociation multilatérale. Le membre d'une plateforme, c'est tout simplement le membre d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ou un client d'un système organisé. Donc, c'est celui qui effectivement a accès aux opérations de marché. Et l'accès électronique, bon, bah, c'est défini par la loi, mais c'est tout mécanisme. Alors, pourquoi je cite ça? C'est parce qu'il faut bien comprendre que les textes poursuivent un objectif de neutralité technologique. Lorsque la loi parle de l'accès électronique à ces plateformes, la loi n'essaye pas d'imposer une solution technologique. Elle dit simplement que est un accès électronique tout mécanisme par lequel une personne, l'utilisateur, va transmettre électroniquement et directement à une plateforme des ordres relatifs à un instrument financier en utilisant le code de négociation d'un membre. Ce qui signifie que la loi impose évidemment une structuration spécifique, il faut qu'il y ait un code, il faut que vous puissiez transmettre des ordres, mais ne va pas plus loin et ne va pas spécifier la technologie utilisée derrière. Et enfin, la notion de système multilatéral qu'on va retrouver dans l'ensemble de ces plateformes, c'est tout simplement un système ou un dispositif au sein duquel il y a de multiples intérêts acheteurs et vendeurs, donc rencontre de l'offre et de la demande, qui sont exprimés par des tiers pour des instruments financiers, évidemment, sinon ce ne seraient pas les marchés d'instruments financiers. Donc c'est un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs sont exprimés par des tiers pour des instruments financiers. Donc ça, ce sont le cadre, c'est le seul cadre commun qu'on va trouver. Et puis la loi pose des règles communes qui s'appliquent effectivement à toutes les plateformes. L'interdiction, par exemple, je donne juste un exemple, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous l'aurez dans le document, l'interdiction faite au gestionnaire de la plateforme de négociation pour compte propre. C'est-à-dire que le gestionnaire, qui évidemment a des informations sur l'ensemble du marché, ne peut pas faire des opérations pour son propre bénéfice. Sinon, il y a un conflit d'intérêts. Il y a des exigences organisationnelles de base qu'on va retrouver dans les différentes plateformes. Alors ça, c'est l'architecture telle qu'elle existe aujourd'hui. Il y a la notion de plateforme qui n'est pas très développée, mais qui permet de poser un cadre commun, de définir les intervenants, et puis ensuite, il y a une réglementation propre à chacun des marchés. Pour faire simple, il y a le marché réglementé qui se définit parce qu'il faut une reconnaissance ministérielle, et il y a un seul marché réglementé par État membre. Alors, attention, il peut y avoir différents types de marchés réglementés, mais pour une catégorie particulière de marché, il peut, par exemple les titres de société, il n'y a qu'un seul marché réglementé. Qui fonctionne selon un ensemble de règles formalisées, et ces règles formalisées, elles correspondent à 3 caractéristiques. Un marché qui fonctionne régulièrement, dont les règles sont établies et approuvées par les autorités compétentes, ici l'AMF et le ministère de l'économie et des finances. Un marché qui, c'est le deuxième caractéristique, qui respecte des obligations de déclaration et de transparence. Et enfin, un marché qui est, comme on l'a dit, reconnu officiellement et identifié officiellement, à tel point que vous allez aujourd'hui sur le site de l'ESMA, donc de l'autorité européenne des marchés financiers, et vous allez trouver la liste des marchés réglementés de chacun des États membres, hein, parce que c'est une liste qui est officielle. Alors l'intérêt de cette définition, c'est très simple, c'est qu'elle réalise une unification de la notion de marché réglementé au sein de l'espace européen, puisque c'est la même définition dans tous les États membres, et elle met en valeur la distinction réglementation forte, et puis ensuite réglementation de moins en moins forte. Et donc les autres marchés SMN et SON sont construits en se distinguant dans leurs règles, justement, par rapport au standard qui est le marché réglementé.
bon, il y a plus de règles, enfin d'éléments, mais je pense que là, vous avez compris le système général. Il faut insister sur le fait qu'il y a une entreprise de marché pour le marché réglementé. Alors, l'ancêtre de l'entreprise de marché, c'était quoi? C'était tout simplement l'agent de change, mais qui va disparaître par la suite. Simplement, l'agent de change, il avait le monopole des négociations de valeurs mobilières, en gros des actions et des obligations. Et cette situation avec les agents de change, elle va durer de 1942 jusqu'en 1988. Et à partir de 1988, on va créer les sociétés de bourse, qui sont les ancêtres, en fait, tout simplement, de l'entreprise de marché et des PSI, des prestataires de services d'investissement que l'on connaît désormais. Alors, c'est une évolution lente qui s'accompagne d'autres éléments d'évolution du marché, de sa libéralisation, etc., et donc du rôle plus important des opérateurs privés dans le fonctionnement du marché. En revanche, ce qui ne va pas vraiment évoluer, c'est que le marché réglementé est organisé, structuré par un opérateur privé. Cet opérateur privé poursuit évidemment une mission d'intérêt public ou d'intérêt général. Pourquoi? Parce qu'il doit faire fonctionner le marché financier des marchés français, si vous voulez. Et donc, on considère que sa fonction correspond au bon fonctionnement du marché, et ce n'est pas juste une opération purement privée. Pour autant, ça reste effectivement un opérateur privé. Donc ça, c'est un point qui est important. Et ça n'a jamais vraiment changé. Et ce qui n'a pas non plus changé, on va le voir juste après, c'est que ce sont les prestataires de services d'investissement dont fait partie l'entreprise de marché qui ont le monopole des opérations sur ces marchés. Alors, le statut aujourd'hui de l'entreprise de marché, c'est que c'est une société commerciale, une société anonyme, par exemple, dont le siège et la direction effective est en France. On ne peut pas avoir le marché réglementé français, au regard des textes existants, qui soit organisé et structuré par une société qui serait établie hors de France. Et son rôle, c'est très simple, c'est d'organiser et d'exploiter le marché réglementé, et de surveiller la conformité du fonctionnement de ce marché aux normes de droit qui s'appliquent, qui sont déterminées par l'AMF en application des règles des textes. Et donc, ça entraîne un contrôle de l'entreprise de marché. Elle est soumise évidemment au contrôle de l'AMF ou du régulateur, sachant d'ailleurs que l'AMF pourrait très bien mettre l'entreprise de marché sous tutelle. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça crée une forme de contexte normatif assez complexe. Pourquoi? Parce que, et ça c'est une constante, pourquoi est-ce que c'est complexe? Tout simplement parce qu'on trouve les normes de fonctionnement du marché réglementé telles qu'édictées par l'entreprise de marché, avec leur règlement de ce marché, lequel est évidemment chapeauté et couvert par l'autorité des marchés financiers, qui va évidemment ajouter sa propre couche d'organisation, de règlement. Et puis au-dessus, on va avoir les textes réglementaires, décrets et lois qui sont adoptés. Et c'est pour ça que chacun va établir des règles à son niveau, mais on voit bien qu'il faut c'est un peu comme des poupées russes, si vous voulez, c'est une espèce d'enchaînement qui se suit. Ce qu'il faut retenir, en fait, et c'est ça que je voulais juste évoquer. Alors, je ne sais plus si j'ai fait une slide. Tiens, je croyais vous avoir mis la pyramide. Non, je n'ai pas mis la pyramide. Bon. Bon, je vous ai mis dans le document, il y a une pyramide normatives qui est très très dense. Vous avez tout en haut, vous avez le législateur qui pose le cadre général. Vous avez ensuite le régulateur européen qui coordonne les régulations faites par les régulateurs nationaux, donc juste en dessous. En France, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui va réguler le marché français et qui va contrôler le marché français.
En dessous de l'AMF, vous avez l'entreprise de marché, qui est une forme de sous-régulateur, puisqu'il va mettre en place les règles d'application du marché réglementé. Et puis, en dessous de tout ça, vous avez le marché, c'est-à-dire la rencontre des opérations. Alors en France, c'est qui l'entreprise de marché? C'est tout simplement Euronext Paris SA. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu à un moment donné qu'on peut appeler la saga NYSE Euronext, puisque la bourse de New York, donc Wall Street, a repris non pas le régulateur, non pas l'autorité, non pas l'entreprise de marché française, mais a pris la holding qui chapeaute Euronext, et donc le marché français, mais aussi néerlandais et portugais. J'en parlerai juste après. Et donc, pendant 3 ans de mémoire, ou 3-4 ans, il y a eu en fait une potentielle bourse transatlantique, puisque sous la même holding, vous aviez le même investisseur qui contrôlait l'entreprise de marché de Wall Street et Euronext en Europe. Et en fait, bon, ça s'est pas fait, ça s'est défait plus exactement au bout de quelques temps, tout simplement parce que ce que cherchait à faire, la société qui contrôlait l'ensemble, ça aurait été de créer une vraie bourse pan-européenne. Ils ont essayé de prendre le contrôle de la Deutsche Börse, donc la bourse allemande, et ça aurait fait effectivement à ce moment-là une vraie bourse continentale européenne liée directement avec Wall Street, le NYSE. Ça a échoué, donc ils se sont redébarrassés de l'entreprise de marché Euronext, mais ils ont quand même conservé certains éléments qui appartenaient à Euronext, notamment les capacités d'Euronext à gérer certains marchés, et notamment ce qu'on appelle le marché de dérivés de Londres, le LIFE, le LIFE parce que c'est L-I-F-F-E, qui appartenait à Euronext, mais que lorsque le rassemblement NYSE Euronext s'est défait, ils ont gardé ça qui était très rentable, et ils ont en revanche laissé Euronext reprendre son autonomie. Et Euronext gère en fait le marché réglementé en France, aux Pays-Bas, en Belgique, au Portugal. Et au Royaume-Uni, en fait, Euronext gérait surtout des opérations de ce qu'on appelle de back-office, parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que Euronext a développé au niveau mondial une compétence de back-office extrêmement forte. Ça reste, je pense, encore aujourd'hui, les leaders dans l'organisation purement technique du marché. Donc, pas nécessairement dans les capitalisations boursières, mais en revanche dans l'organisation technique, et ils vendent leurs services et leurs compétences en la matière à travers le monde. Alors l'intérêt qu'il y a avec ça, c'est que évidemment ça a permis d'unifier et d'européaniser le marché réglementé français. Alors Euronext, c'est un opérateur privé, mais je vous ai dit, il gère plusieurs bourses. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas fusionné les bourses aux Pays-Bas, en Belgique, en France et au Portugal, mais en fait, on a créé une structure, une structure holding qui détient les entreprises de marché des Pays-Bas, du Portugal, de France et de Belgique. Et donc ça a eu un effet quand même extrêmement favorable. C'est que certes, on respecte le droit national où il faut qu'il y ait une entreprise de marché locale, mais comme vous avez un actionnaire unique, ça a permis d'harmoniser les règles de fonctionnement de ces différents marchés. Et c'est en ce sens-là que l'européanisation et l'harmonisation des règles transeuropéennes s'est faite par des opérateurs privés. Il était de leur intérêt de simplifier et d'avoir des règles, alors évidemment, qui devaient respecter les droits nationaux, mais comme ces droits nationaux, par ailleurs, étaient harmonisés par l'Union européenne, ça a vraiment permis l'émergence d'une véritable bourse pan-européenne, et avec des règles de fonctionnement qui sont pas nécessairement identiques, mais qui sont similaires.
fortement similaires à travers les différents marchés gérés par Euronext. Ça a un autre effet purement pratique, c'est que ça a permis aussi d'accroître, si vous voulez, la liquidité. Pourquoi? Parce que, puisque vous avez cette holding unique, vous avez aussi des accords entre ces différents marchés nationaux. Et donc, vous avez un point d'entrée national, mais qui vous permet des transactions facilitées et efficaces entre les différentes bourses. C'est pour ça que Euronext est un exemple assez unique et, de bourse pan-européenne qui s'est créée par le marché, par des opérateurs privés et qui n'a pas été pilotée par des autorités publiques. Alors, qu'est-ce qui caractérise le marché réglementé? Je vous l'ai dit, c'est qu'il a des règles d'organisation qui sont assez strictes. Alors, je prends un peu plus de temps sur le marché réglementé parce que les autres marchés sont construits en réaction à ça. Alors, toute l'organisation du marché réglementé vise essentiellement deux objectifs. Un, la transparence du marché, et deux, l'égalité des investisseurs. Et donc, toutes les règles d'organisation interne tentent de mettre en œuvre un fonctionnement du marché efficient selon, et ça c'est contestable, et vous avez certainement des connaissances de ce point de vue-là qui vous permettent d'avoir un regard critique, mais les règles d'organisation tentent de mettre en œuvre un bon fonctionnement du marché en suivant, cela étant, les enseignements de la théorie économique des marchés ouverts et concurrentiels dominantes. Hein, et évidemment, ces règles de fonctionnement ne sont pas à l'abri de critiques d'un point de vue de leur efficience économique. Donc, l'entreprise de marché établit ces règles approuvées par l'AMF et son pouvoir réglementaire l'a amené à fixer notamment la question de l'exécution efficace des ordres, les conditions d'admission des membres du marché, donc il y a une procédure d'admission, les conditions d'accès au marché, les conditions d'admission aux négociations, c'est-à-dire comment est-ce que j'émets des titres, quelles sont les règles que je dois suivre pour émettre, pour faire une augmentation de capital ou pour introduire en bourse des titres, les règles relatives à la suspension, à la radiation et au retrait des instruments financiers, qui sont des règles fondamentales pour le bon fonctionnement du marché, l'organisation purement matérielle des transactions, et enfin l'enregistrement et la publicité des négociations. Donc, vous voyez, ça fait un ensemble de règles qui sont quand même assez importantes. L'objectif étant de détecter, de prévenir et de gérer les effets potentiellement dommageables sur le marché. Et le dernier point, et j'en ai terminé sur les marchés réglementés, le dernier point, c'est, comme je l'ai dit, c'est l'enregistrement et la publicité des négociations. Pourquoi est-ce que ça c'est important? Eh bien, c'est important parce que c'est ça qui permet la fixation des prix par le jeu de marché. C'est bien parce qu'il y a une publicité des prix à l'achat et à la vente, ainsi que des volumes, que la fixation, que le jeu du marché dans la détermination du prix des actifs financiers peut se faire. Et donc les SMN et les SON sont organisés au regard de ce standard de structuration du marché. Alors, très simplement, les SMN, systèmes multilatéraux de négociation, comme le marché réglementé, c'est une plateforme multilatérale, donc ce n'est pas de la relation bilatérale, et ça va fonctionner simplement selon des règles non discrétionnaires. Elles sont moins lourdes, évidemment, que celles du marché réglementé, mais il faut que ce soit un ensemble de règles non discrétionnaires. La particularité, en revanche, c'est que celui qui crée un SMN, donc un système multilatéral de négociation, peut créer son ensemble de règles. Alors, non discrétionnaires, ça veut dire qu'il devra nécessairement appliquer ces mêmes règles à tous ceux qui viendront sur sa plateforme, mais en revanche, il a beaucoup plus de marge de manœuvre sur le contenu de ces règles. Vous voyez, la définition est assez proche de celle d'un marché réglementé. Ensuite, le SMN va traiter des actifs qui sont les mêmes que ceux qu'il y a sur le marché réglementé. Donc, par exemple, je veux acheter des titres de société d'une société cotée sur le marché réglementé, donc du CAC 40, je peux aller sur, évidemment, le marché réglementé, ou je peux sans doute aussi acheter des titres de ces mêmes sociétés sur un
système multilatéral de négociation. C'est en ce sens-là qu'il y a une concurrence, ça va porter sur les mêmes actifs. Quelles sont donc les différences significatives? D'abord, c'est qu'il n'y a pas de procédure d'admission et donc il n'y a pas de diffusion d'informations particulières par les SMN, puisque ça ne peut porter que sur le marché secondaire, que sur les titres du marché secondaire. Ensuite, il y a certaines opérations, on verra par la suite, les opérations d'échange, de retrait ou de rachat de titres, qui ne peuvent pas être réalisées sur un système multilatéral pour des questions de sécurité. Simplement, le SMN est bien soumis effectivement au pouvoir du régulateur. Il va être soumis à agrément et il doit mettre en œuvre des règles minimales de fonctionnement, là encore, pour assurer le bon fonctionnement du marché. Donc, il y a des règles de base, notamment en termes de transparence et de fixation des prix par une obligation de déclaration des volumes et des prix à l'achat et à la vente. Alors, un exemple de SMN, c'est Alternext. Alors, évidemment, ça a été créé par Euronext, mais c'est un SMN. Qu'est-ce que c'est que Alternext, qui est créé en 2005? C'est en fait le marché d'Euronext destiné aux entreprises de taille moyenne. Et du coup, Euronext a adopté des règles non discrétionnaires, mais qui sont différentes de celles du marché réglementé. À côté de ça, il y a les SON, les systèmes organisés de négociation, où là, la grande différence, et les deux différences fondamentales entre un SMN et un SON, c'est que pour un SON, je peux appliquer des règles discrétionnaires de transaction. Donc, je peux mettre en œuvre des règles différentes fondées sur des critères objectifs que j'ai déterminés, mais je peux traiter différemment deux clients de ma plateforme. Et les SON ne peuvent porter que sur certains actifs. Autrement dit, ce sont des marchés qui ne peuvent être mis en place que pour certaines catégories d'actifs. Et en fait, ce sont quoi? Ce sont les obligations, les produits dérivés et les quotas d'émission des gaz à effet de serre. Donc, il n'y a pas, en fait, sur les SON, je ne vais pas pouvoir admettre des transactions portant sur des actions, sur des titres de capital, mais je vais pouvoir admettre des opérations portant sur des obligations. Et enfin, oui? C'est pas la même chose pour les SMN? Vous avez dit qu'il y a certaines transactions qui ne peuvent être réalisées dans les SMN. Non, il y a certaines opérations qui peuvent qui ne peuvent pas être faites sur les SMN. Par exemple, rachat d'actions ou retrait, parce qu'il faut une publicité forte. Mais en revanche, les actifs sont les mêmes. Alors que pour le SON, c'est en plus limité à certains actifs. Ok, merci. Qui sont les obligations, les produits dérivés et les quotas d'émissions de gaz à effet de serre, dont je vous laisse libre d'en évaluer l'efficacité ou non. Pour ceux que ça intéresse, il y a énormément de littérature sur la question, il y a des grands débats, et c'est indiscutablement un domaine qui va évoluer, ou en tout cas qui va appeler une grande réflexion, c'est de savoir dans quelle mesure les marchés financiers ne peuvent pas jouer un rôle justement dans la mise en œuvre de la lutte, pas de la lutte, on va dire différemment de manière plus positive, si les marchés financiers et les mécanismes financiers ne peuvent pas faciliter la transition énergétique et la protection de l'environnement. Question, qu'est-ce qu'une règle discrétionnaire? En fait, une règle discrétionnaire, c'est une règle qui n'est pas commune à l'ensemble. Exemple, je vais traiter deux personnes différemment. Et donc, c'est discrétionnaire. Des règles non discrétionnaires, c'est-à-dire que je fixe les règles du jeu et je dois les appliquer à tous. De la même façon, je ne peux pas différencier. Alors, sur les marchés, ça a des conséquences importantes. On peut très bien imaginer que l'entreprise de marché se dise, moi, si quelqu'un me demande d'acheter ou de céder 1 million de titres et une autre 200 titres, il est clair que la façon dont je traite ces ordres va avoir une incidence sur le prix de marché. Si je fais d'abord passer l'ordre de vente d'1 million de titres, ça va avoir un effet sur la fixation du prix. Et si je fais passer les 200 ordres après, ben évidemment, ils vont être moins rentables. Et donc, si je suis sur un SON, je peux avoir des règles discrétionnaires en disant je traiterai d'abord les petits volumes avant les grands, ou l'inverse, quelle que soit
quelle que soit, en fonction de la rationalité économique sous-jacente. Si je suis sur le marché réglementé ou sur un SMN, je ne peux pas. Alors sur un SMN, je pourrais très bien prévoir des règles spécifiques de fonctionnement, mais à ce moment-là, je vais les appliquer. Une fois que je les ai déterminées et que je les ai écrites et qu'elles ont été approuvées, je devrais les appliquer à toute personne. Et je ne pourrais pas varier et décider d'une application discrétionnaire en fonction des circonstances. Donc c'est ça la grande différence. Discrétionnaire, c'est que vous gardez toute discrétion pour décider des règles. Non discrétionnaire, c'est qu'une fois que vous avez fixé des règles, vous êtes obligé de les appliquer de la même façon à tout le monde. Alors, l'internalisation systématique, c'est quoi? Et ça a été la grande innovation de la directive MIF, marché d'instruments financiers, dès 2004. Et ce qui distingue fondamentalement l'internalisateur systématique, c'est qu'il procède à des transactions bilatérales et qu'il n'organise pas un marché où se rencontrent de multiples, donc multilatérales, de multiples offres et demandes. Concrètement, c'est quoi? En fait, c'est très simple et ça fonctionne parce qu'il y a des PSI particulièrement importants et qui ont énormément de clients et qui reçoivent de leurs clients quotidiennement énormément d'ordres. Et l'idée, c'était de réduire les coûts de transaction. Je suis une grande banque de la place parisienne, mais évidemment à dimension internationale. Si je reçois un ordre d'un client de vendre 100 titres de tel actif et un ordre d'un de mes autres clients d'acheter 100 titres du même actif, on voit comment je réduis d'une certaine manière les coûts de transaction en faisant se rencontrer directement ces ordres sans passer par le marché, sans être obligé d'un côté de placer un ordre de vente et de l'autre côté un ordre d'achat avec les mouvements de titres que ça implique. Simplement, dans l'internalisation systématique, le PSI, il ne va pas prendre le client vendeur et le client acheteur et les mettre en relation. Ça serait de l'intermédiation et ça serait du gré à gré. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va agir pour compte propre. Il va en fait tout simplement négocier pour compte propre, en ce sens qu'il va exécuter l'ordre de son client qui lui demande de vendre. Donc il va acheter les titres du client qui lui demande de vendre, et il va exécuter l'ordre de son client qui lui demande d'acheter, et il va lui vendre ces mêmes titres. C'est en ce sens-là qu'il y a de l'internalisation, et elle est systématique, ça veut dire qu'il l'organise, et que de cette manière-là, en négociant pour compte propre, il exécute les ordres de ses clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral, et ça permet effectivement de rapprocher des ordres symétriques. Alors évidemment, il peut aussi se porter lui-même contrepartie seulement, et du coup, on comprend qu'il puisse appliquer des règles discrétionnaires, puisque il n'essaye pas d'animer un marché, il essaye juste de faciliter des transactions. Du coup, il est soumis à des règles d'un règlement européen qui pose des règles de transparence pour les internalisateurs systématiques et les entreprises d'investissement qui négocient des instruments de gré à gré, mais il n'est pas soumis à l'intégralité, évidemment, des règles qui gouvernent le marché réglementé ou même le SMN, puisque, encore une fois, on ne fait pas se rencontrer de manière multilatérale les ordres des clients. Simplement, ce que vous voyez ici, c'est que là où, et ça explique qu'il y ait quand même une surveillance de l'internalisation systématique, c'est que les ordres que le PSI va recevoir de ses clients vont porter sur des actifs qui sont négociés sur le marché réglementé ou sur un SMN. Et donc, il faut bien pouvoir identifier au niveau de la place financière les volumes, parce que sinon, il pourrait y avoir une perturbation trop importante du jeu du marché. Donc, il y a des règles de transparence de base, mais sorties de ça, ce sont des transactions bilatérales qui supposent l'intervention pour compte propre de l'intermédiaire, donc du PSI, et donc qui échappe à toutes les règles très, très lourdes de structuration du marché. Et il faut être un PSI. Alors ça, c'est pour les marchés tels qu'ils existent. Ce qui nous amène ensuite aux professionnels, différents professionnels qui vont animer le marché. Alors, évidemment, vu l'enjeu
pour l'économie de manière générale et pour la stabilité financière, vu l'enjeu qu'il y a avec ces marchés, on comprend que l'État va se préoccuper des professionnels qui ont une activité financière. Les établissements de crédit, ce que dans le langage courant on appelle des banques, les entreprises d'investissement, qui vont être notamment ce qu'on appelle les traders souvent, et il va aussi, les pouvoirs publics vont aussi se préoccuper des différents intervenants. Aujourd'hui, l'ensemble des activités sur les marchés d'instruments financiers sont répertoriées comme des prestations de services d'investissement pris en charge par des entités spécifiques, c'est-à-dire les PSI, les professionnels des services d'investissement. Et ça, c'est une catégorie autonome qui existe et qui est effectivement au cœur des opérations de marché. À côté d'eux, il y a d'autres professionnels qui ne vont pas être des PSI, mais qui vont néanmoins être soumis à une étroite surveillance des régulateurs. C'est ce qu'on appelle les autres professionnels de marché, par exemple ceux qui vont s'occuper des compensations ou des systèmes de règlement livraison. Par exemple, les dépositaires qui vont jouer un rôle fondamental, ou les teneurs de compte conservation, ceux qui vont tenir les écritures qui sont nécessairement associées à toutes ces opérations. Et donc, il faut distinguer d'un côté les PSI, prestataires de services d'investissement, et de l'autre côté les autres prestataires des marchés financiers. Donc là, je me situe dans les acteurs économiques, les professionnels de marché, les émetteurs et les investisseurs, on n'en parlera pas dans cette première partie, puisqu'on les verra sous l'angle des règles de protection, soit de la concurrence, soit de l'intérêt général. Ici, les professionnels qui nous intéressent, c'est avant tout les professionnels des marchés, même si il faut évoquer ces autres professionnels qui vont être des acteurs notamment techniques. Là, j'ai cité notamment chambre de compensation et système de règlement livraison, mais il y a aussi les dépositaires et les teneurs de comptes conservateurs. On va voir toute une série. Évidemment, ils sont astreints à des règles réelles, mais qui sont moins extensives que celles des PSI. Et puis, il reste les acteurs politiques, les régulateurs du marché, dont on ne parlera pas dans cette première partie, puisqu'on les verra par la suite essentiellement dans la partie relative à la protection de la concurrence, puisque la façon dont leur rôle est fondamental pour défendre la concurrence et superviser. Donc ça, c'est la protection et superviser les marchés. Alors ça, c'est ce que je viens de dire. Hein, donc les PSI, c'est une catégorie autonome, et de l'autre, il y a ces autres professionnels. Alors, concernant les PSI, l'idée générale, c'est que, tout simple, hein, l'idée générale, c'est que certaines activités, vu leur importance et les risques qu'elles font courir, ne peuvent être exercées que par certains professionnels, selon une organisation donnée, des garanties d'exercice, de structuration et autres, après obtention d'un agrément spécifique et sous la surveillance des pouvoirs publics et du régulateur. Ici, on va juste voir les deux premiers points, la notion de PSI et les conditions d'accès à la profession, l'organisation de la profession, d'ailleurs ça aurait dû être en italique, les règles de comportement et les autres obligations. On les verra par la suite. Pourquoi? Parce que ces règles-là, elles poursuivent, elles, un objectif qui est soit de protection des autres acteurs que sont les investisseurs et consommateurs, soit de la protection de la concurrence du marché, beaucoup plus que la question de l'intérêt général, encore que l'intérêt général est aussi impliqué. Pourquoi? Parce que ces règles-là sont imposées parce que c'est le seul moyen d'avoir un marché qui fonctionne selon les attentes que la science économique semble dicter. Alors, concernant la notion de PSI, on va rester un moment sur ces éléments-là, mais je vais essayer quand même de simplifier. La définition générale, je vous l'ai mis, c'est l'article L531.1 du CMF.
précision, je l'ai peut-être déjà dit, mais je le répète, je n'attends pas de vous que vous connaissiez les articles, les numéros d'articles par cœur. Hein. On dit souvent, ouais, les juristes, ils ont une super mémoire parce qu'ils connaissent tous les articles par cœur. C'est absolument pas vrai. Un juriste, c'est comme un médecin, il travaille avec des outils. Les codes sont des outils. Alors en plus, les outils aujourd'hui, ils sont en ligne. Mais je le dis pour ceux qui ne seraient pas familiers avec une plateforme qui est assez remarquable, alors qui est assez austère, mais qui est assez remarquable dans son fond, ce qu'elle offre, qui est la plateforme legifrance.gouv.fr, qui est en fait la plateforme, la base de données, si vous préférez, des pouvoirs publics français, d'accès à l'intégralité des textes de loi, des décrets, des sources, des règles, y compris donc, tous les codes. Dieu sait qu'en France, on a un paquet de codes. Et vous y avez accès, ils sont à jour en temps réel. Hein, dès qu'une nouvelle loi est entrée en vigueur, automatiquement, vous avez la nouvelle version. Et je le dis pour ceux qui, d'aventure, auraient besoin de faire des recherches dans le temps, il y a du versionning, c'est que vous pouvez avoir le texte à telle date. Alors, je sais bien que vous n'êtes pas vous n'avez pas vocation à être je dirais des petits scripts du droit, hein, et à faire des petits points de recherche, mais il peut être intéressant à un moment donné, parfois de voir quelle était la réglementation à tel moment, d'autant plus qu'en la matière, malheureusement, c'est vrai dans beaucoup de matières du droit, mais en matière financière encore plus, il y a une succession parfois rapprochée de textes nouveaux, avec parfois des modifications qui sont un peu de détail. Et donc, il est parfois utile de pouvoir vraiment avoir le texte à la date de l'opération pour savoir exactement quelles étaient les exigences légales. C'est pour ça que je le cite, même si, a priori, en tout cas, ce n'est pas moi qui vous demanderai de faire du versionning, mais vous pourriez très bien rencontrer cette interrogation dans vos activités. Alors, l'article en question, il pose la définition générale du PSI. Et il dit très simplement, il dit que le PSI, c'est le prestataire de services d'investissement. Ce prestataire de services d'investissement, c'est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit. Donc, c'est soit une entreprise qui a pour objet, et qui n'aura que pour seul agrément d'être une entreprise qui délivre des services d'investissement, ou c'est un établissement de crédit, donc un établissement bancaire qui éventuellement est déjà agréé comme établissement bancaire et qui va recevoir un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de la loi, l'article 321-1. Donc la définition, elle est simple, c'est un prestataire de services d'investissement, c'est soit une entreprise d'investissement, soit un établissement de crédit qui a un agrément pour fournir des services d'investissement. Autrement dit, cette notion, qui est une catégorie générique, elle est entièrement construite sur la notion de service d'investissement. Vous êtes un prestataire de services d'investissement à partir du moment où vous offrez des services d'investissement. Et donc, la question qui se pose, pour savoir ce qu'est un PSI, c'est qu'est-ce que c'est qu'un service d'investissement? La loi a prévu une liste. Donc, il n'y a pas de notion, il n'y a pas de concept particulier, il y a juste une liste. Et la loi dit quelles sont les activités qui sont qualifiées services d'investissement. C'est les fameux, la disposition qui est citée là, hein, c'est l'article 321-1, que je ne vous ai pas mis en entier, hein, il y a quelques paragraphes en plus, où on vous dit que, en fait, les services d'investissement, c'est les opérations qui sont listées là, dès lors qu'elles portent sur des instruments financiers, c'est pour ça qu'il faut connaître la notion d'instrument financier, ou sur les unités mentionnées dans le Code de l'environnement, et ça, c'est les fameux quotas, certificats de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Quels sont donc les services financiers? Et je vais expliquer après de quoi il en retourne. Quels sont les services financiers? C'est la réception et la transmission d'ordre pour le compte de tiers, l'exécution d'ordre pour le compte de tiers, la négociation pour compte propre, la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, le conseil en investissement. Ensuite, on a la prise ferme et le placement garanti, et ça c'est lié à l'émission de titres, le placement non garanti,
l'exploitation d'un système multilatéral de négociation ou l'exploitation d'un système organisé de négociation. Donc vous voyez évidemment qu'il faut nécessairement, pour exploiter une plateforme de marché, il faut être un PSI, en tout cas avoir l'agrément, pardon, si je cherchais mes mots, avoir l'agrément de PSI. Évidemment, tous ces services d'investissement, là, ils sont juste énoncés par la loi. Un certain nombre de textes, dont notamment un décret et ensuite le règlement de l'autorité des marchés financiers, vont venir préciser la définition et le contenu de ces services. Enfin, je le cite, mais je n'y reviendrai pas, sachez qu'il y a un dernier alinéa dans l'article qui indique que dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves, les services rendus à l'État et à la Banque de France, eh bien, en fait, ne sont pas soumis à ces dispositions. Autrement dit, quand bien même il y aurait, je sais pas, la réception et la transmission d'ordre pour le compte de tiers, dès lors que ça rentre dans le cadre de la politique de gestion de la monnaie ou des taux de change ou de la dette publique et des réserves de l'État, et que ça implique la Banque de France et l'État, on est en dehors, on n'est pas soumis à l'ensemble de ces règles. C'est une exception assez classique et qui se comprend très, très simplement, qui est que, de toute façon, les opérations qui sont réalisées dans ce cadre-là ne posent absolument pas les mêmes risques pour le marché, puisque normalement, elles n'interfèrent pas directement sur le marché. Alors ça, c'est les services qui supposent l'agrément de PSI. Et une fois que j'ai cet agrément de PSI, de prestataire de services d'investissement, voilà les services que je peux offrir. Mais à côté de ça, il y a des services connexes. Autrement dit, il y a des services qui sont considérés comme des activités complémentaires. Et la loi liste ici une série d'activités complémentaires qu'on appelle légalement des services connexes, qui sont connexes aux services d'investissement. Et alors là, ce qui est important, c'est de comprendre que le PSI est le seul à pouvoir offrir des services d'investissement. En revanche, l'exercice des services connexes, en eux-mêmes, ne suppose pas et ne permettent pas, surtout, ne supposent pas et ne permettent pas de conférer la qualité de prestataire de services d'investissement. Qu'est-ce qu'il faut en comprendre d'un point de vue pratique? Ça veut dire que d'un point de vue pratique, un PSI peut exercer ses services connexes, s'il est des PSI par ailleurs, mais à ce moment-là, s'il exerce ses services connexes, il y a une réglementation propre à chacun des services connexes, et notamment, il y a une limitation, en gros, de l'exercice de ces activités. Les services connexes ne doivent pas être prédominants dans l'activité du PSI, parce que dans ce cas-là, il n'est plus PSI. Et donc, première conséquence de cette législation, le prestataire de services d'investissement, qui est le seul à pouvoir offrir des services d'investissement, peut aussi exercer des services connexes, et ce qui est assez important, parce que, par exemple, il peut octroyer des crédits ou des prêts à un investisseur. Et ça, c'est important, parce que s'il n'y avait pas ces services connexes, il faudrait qu'en plus, il ait un agrément bancaire pour faire ça. Donc, ça, c'est un premier élément qu'on retire de cette catégorie services connexes. Mais l'autre conséquence de cette liste des services connexes, c'est quelqu'un qui n'exercerait qu'un service qui rentre dans la liste des services connexes n'a pas besoin d'être un prestataire de services d'investissement. Si je n'ai qu'une activité, par exemple, de tenue de compte conservation d'instruments financiers pour le compte de tiers, donc je gère les écritures, je n'ai pas besoin d'être PSI. Je suis un PSI, je peux aussi offrir une activité de tenue compte conservation d'instruments financiers. La réalité du marché, c'est que les prestataires ont tendance à se spécialiser
pour des questions d'économie d'échelle, de compétences et de limitation du risque. Et même si vous allez avoir un holding, enfin une holding qui va chapeauter un ensemble, vous allez avoir des entités séparées pour éviter, évidemment, qu'il y ait une confusion des genres et donc un mélange des risques. Alors, les services connexes, ils sont extrêmement importants, parce que vous avez bien compris qu'ils permettent de faciliter le fonctionnement du marché. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Bon, là, comme je vous l'ai dit, la tenue de compte, conservation d'instruments financiers, l'octroi de crédit. Là, ça, typiquement, je suis un prestataire de services d'investissement. Je propose donc à mes clients d'investir sur des titres et donc d'acheter des titres sur le marché. Je peux effectivement leur prêter des sommes, leur faire un crédit, alors même que je ne suis pas établissement bancaire et que normalement, il n'y a que les établissements bancaires qui ont le monopole des activités bancaires qui peuvent offrir des crédits d'une manière habituelle, professionnelle, évidemment. Ça ne remet pas en cause la possibilité qu'on peut avoir à titre individuel de prêter de l'argent dès lors que ce n'est pas à titre de profession habituelle. La fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle ou de fusion, ce qu'on appelle de fusion-acquisition, fusion et rachat d'entreprise, la recherche en investissement, l'analyse financière, l'ensemble des services liés à la prise ferme et notamment la communication pour essayer de placer des titres qu'on va émettre auprès d'un certain nombre d'investisseurs, les services de change, etc. etc. Tout ça est noté. Ce qu'il faut simplement retenir, c'est effectivement le fait que je peux exercer un service connexe sans être PSI. Lorsque je suis PSI, je peux exercer un service connexe dans le cadre de la réglementation propre à chacun. C'est-à-dire qu'en gros, on va limiter, c'est essentiellement fait comme ça, on va limiter le pourcentage de chiffre d'affaires que je fais globalement sur les services connexes. Et pourquoi ça, monsieur? Pour des questions de surveillance des marchés et de risques. Parce qu'on considère que ce n'est pas les mêmes risques qui vont s'appliquer. C'est essentiellement ça. Je ne vois pas d'autres raisons. Donc, si on revient à qui peut être PSI, je vous l'ai dit, c'est un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement. Je rappelle juste, j'insiste parce que c'est vrai que ce n'est pas nécessairement toujours clair, un établissement de crédit, c'est une banque, dans le langage courant. Or, on va le voir juste après, l'agrément bancaire n'est pas l'agrément PSI. Mais on va le revenir. Alors, sur la description des activités des PSI, vous l'aurez compris, il y a d'abord des ordres. Là, je vais faire une analyse un peu plus juridique. Il y a d'abord des ordres. L'investisseur, c'est-à-dire l'acheteur et le vendeur, ne contracte pas directement sur le marché. Ce n'est pas lui qui va frapper à la porte du marché, mais il passe par un intermédiaire. Donc, ça veut dire que les PSI, le gros de leur activité déjà, et qui est fondamental, c'est qu'ils reçoivent des ordres de clients. Simplement, il y a deux services distincts ici. Il y a la réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers. Je suis juste un passeur de plat. Je passe l'ordre. Moi, je suis PSI, j'ai accès au marché, je suis membre du marché. Mon client est un investisseur, ça peut être un particulier ou une entreprise. Elle passe par moi pour avoir accès au marché et moi, je transmets l'ordre sur le marché. Donc ça, c'est un premier service d'ordre, réception et transmission d'ordre pour le compte de tiers. Et puis, il y a un autre service d'ordre qui est l'exécution d'ordre pour le compte de tiers. Attention, la nuance n'est pas que sémantique. Dans un cas, je reçois l'ordre et je le transmets à un opérateur de marché. Dans l'autre cas, j'exécute l'ordre directement sur le marché. Donc, c'est deux services différents. Mais à chaque fois, on parle pour le compte de tiers, pas pour mon propre compte, pas sur mes propres fonds, et donc sans me mettre moi-même en risque financier. Dans la réception et la transmission d'ordre pour le compte de tiers, il faut comprendre, c'est que le PSI, il réceptionne l'ordre de son client et le transmet à un autre PSI qui, pour le compte évidemment de son investisseur, qui lui va procéder à l'exécution de l'ordre sur le marché. Donc la transmission, c'est juste le fait de transmettre sans aucune possibilité de modification de l'ordre à un autre prestataire qui, lui, va exécuter sur le marché. Et donc là, il y a un contrat très clair entre le donneur d'ordre, le client,
et le prestataire qui le reçoit. Et ça, la nature de ce contrat modifie le régime juridique. Si le prestataire intervient en son propre nom, c'est un contrat de commission. S'il intervient au nom de l'investisseur, c'est un contrat de mandat. Et dans... Alors, vous allez me dire, oui, ok, très bien, enfin, c'est une nuance sémantique, c'est une nuance juridique, mais qui peut sembler relativement faible, parce que entre la commission et le mandat, quelle est la différence? La grande différence, c'est que le mandat, vous agissez pour le compte de quelqu'un d'autre, et tout le monde le sait. La commission, vous agissez pour le compte de quelqu'un d'autre, mais en votre propre nom. Donc, on ne sait pas pour qui vous agissez. On sait que vous agissez pour le compte de quelqu'un d'autre, mais en votre propre nom. Vous allez me dire, dans les deux cas, on a des contrats de représentation. Oui, l'étendue du risque ne sera pas le même. Et surtout, pensez bien que d'un point de vue comptable, et donc en relation avec les IFRS et les obligations prudentielles, notamment de fonds propres, ce n'est pas la même chose. Si j'interviens en mon nom propre, j'ai quand même une responsabilité qui n'est pas la même que si je suis juste la courroie de transmission. Si je suis juste courroie de transmission, à part une défaillance technique, je ne vois pas trop ce qu'on peut me reprocher. Si je suis dans un contrat de commission, j'ai un engagement un peu plus important, puisque la transaction sur le marché, elle est faite en mon nom. C'est moi qui suis connu du marché et pas mon investisseur. Quant à l'exécution d'ordre pour le compte de tiers, ici, en fait, techniquement, le PSI, il va chercher sur le marché une contrepartie. Je reçois un ordre de vente, je vais chercher une contrepartie acheteur, je reçois un ordre d'achat, je vais chercher une contrepartie vendeur. Et alors là, la relation entre les parties peut être qualifiée de courtage, de commission ou de mandat. En fait, ça dépend de la plus ou moins grande transparence de l'opération. Et ce qu'il faut simplement garder en tête, c'est ça, à mon sens, le point important, c'est que selon la qualification, le degré de risque n'est pas le même. Et donc, le calcul de l'exposition au risque du professionnel n'est pas la même. La comptabilisation n'est pas la même. Et donc, l'utilisation des IFRS peut changer. Donc ça, c'est pour les ordres. Concernant les transactions, en fait, il y a 3 types de transactions que peut faire un PSI. Il peut négocier pour compte propre, ça veut dire qu'il négocie sur ses propres fonds et en son propre nom, même si au fond, c'est pour un client à terme, c'est bien lui qui est engagé dans le contrat sur le marché. Il peut faire un placement, qu'il soit garanti ou non, et il peut procéder à une prise ferme. Alors très rapidement, agir pour compte propre, c'est quand je vais vendre ou acheter des instruments financiers pour moi et non pas pour un de mes clients. Parce que si c'est pour un client, à ce moment-là, c'est pour compte de tiers. Évidemment, il y a des différences en termes de comptabilisation et en termes d'évaluation du risque. Parce qu'évidemment, si j'achète ou je vends des titres pour mon compte sur le marché, c'est moi qui suis exposé en risque de contrepartie. Et à ce moment-là, si c'est pour compte propre, le PSI est un spéculateur professionnel sans aucune charge positive ou négative. Hein. C'est juste, il cherche à faire un arbitrage sur la détention d'actifs, tout simplement. Il cherche à réaliser un profit, a priori, plutôt qu'une perte. Il cherche à réaliser un profit en prenant des positions sur le marché pour lui et non pas pour un tiers. Juste une précision, en droit, un tiers, c'est toute personne qui est étrangère à une situation juridique. Et donc, ce qu'on veut dire par là, quand on dit le prestataire agit pour son propre compte, ben, ça veut dire que le seul responsable juridiquement et donc financièrement de l'opération, c'est lui, et ce n'est pas son client, évidemment. Alors, il y a 2 types généralement d'interventions pour compte propre. Il y a ce qu'on appelle les négociateurs. Alors, généralement, on utilise le terme anglais, les dealers, les dealers d'instruments financiers, je précise, les négociateurs, et les teneurs de marché, les fameux market makers. Alors, le négociateur, le dealer, c'est quoi? C'est celui qui procède à des négociations, qui négocie soit en tant que contrepartie, soit pour chercher un arbitrage. Donc, s'il est contrepartiste, le professionnel agit généralement comme un intermédiaire. J'achète des titres, mais je suis partie au contrat. C'est bien parce qu'il y a une opération demandée par un de mes clients, mais j'agis
j'agis en raison d'un ordre du contrat. Lorsque je fais de l'arbitrage, là, effectivement, j'essaye à réaliser une plus-value sur le marché. Je suis un arbitragiste et à ce moment-là, je cherche à réaliser une plus-value entre les écarts de cours. Donc ça, c'est le négociateur qui réalise évidemment une négociation pour compte propre. Le teneur de marché, qu'on appelle parfois des apporteurs de liquidités, s'engage, ce sont des PSI qui vont s'engager à offrir dans une fourchette déterminée un prix d'achat et de vente pour une quantité donnée d'instruments financiers. Alors, là où c'est important, c'est que ils tiennent le marché parce qu'en fait, ils s'engagent à traiter sur le marché pour un certain volume à un certain prix. Et donc, c'est une activité d'animation du marché et qui a un effet de stabilisation de la volatilité du marché. Et évidemment, il y a à la fois un bénéfice et un risque du market maker. Le placement, je serai très bref sur le placement, c'est lorsque le professionnel s'engage à faire souscrire à une émission nouvelle ou à faire acheter, là c'est une opération de reclassement de titres émis, comme dans le cas des privatisations, il y a une privatisation, il y a des titres émis, mais qui appartenaient à l'État, et les PSI vont essayer de reclasser ces titres auprès d'investisseurs privés. Donc ça, c'est ça le placement. Fondamentalement, c'est une activité d'intermédiation et qui a deux variantes. Le placement garanti, à ce moment-là, juridiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le professionnel accepte une obligation de résultat. Pourquoi? Parce qu'il garantit qu'il va placer un certain volume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce qu'il n'arrivera pas à placer auprès d'un certain nombre d'investisseurs, il le prendra lui-même pour compte propre. C'est ça le placement garanti. Je m'engage, et donc obligation de résultat, je m'engage à prendre X% de vos titres. Évidemment, mon objectif, c'est de les placer, mais si je ne les place pas, c'est moi qui vais acheter la partie non placée. Le placement non garanti, parfois dit placement simple, j'ai une obligation de moyens, simplement. Et donc, je m'engage à mettre en œuvre tous les moyens pour placer vos titres auprès du public. Mais en revanche, si je ne place que 20% ou 40% de votre émission, je ne prends pas le reste de l'émission à ma charge. Non, ça, c'est clair. Quant à la prise ferme, c'est une activité d'intermédiation qui engage personnellement les professionnels. Pourquoi? Parce que ici, je souscris directement les titres, ou je les achète, si c'est le reclassement, et je les place ensuite à ma façon, selon mon calendrier, selon mes modalités, auprès du public. Et donc, dans la prise ferme, le professionnel, évidemment, fait une opération plus risquée, puisqu'il assume un risque de contrepartie. Il assume le risque qu'il n'arrive pas à replacer les titres. Dans le cas du placement garanti, il prend un risque, mais qui est limité. Et dans le placement non garanti, il ne prend aucun risque, puisqu'il est là pour commercialiser les titres et rien d'autre. Il y a ensuite la gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Ça, on en reparlera parce que c'est notamment ce qu'on appelle les SGP, les sociétés de gestion de portefeuille, qui ont un régime un peu à part, qui sont des PSI, mais qui ont un régime un peu à part. Donc, c'est quoi? C'est l'activité pour un prestataire qui consiste à gérer et administrer un ensemble, c'est ce qu'on appelle le portefeuille, d'instruments financiers pour le compte d'un client. C'est le client qui est bénéficiaire du portefeuille, soit parce qu'il est propriétaire des titres qu'il y a dans le portefeuille, moi je suis juste le gestionnaire du portefeuille, soit parce qu'il y a une copropriété du portefeuille. Et en fait, je suis gestionnaire d'une copropriété au profit de plusieurs propriétaires. Et le bénéficiaire, il va avoir, selon les formules, il va avoir une latitude plus ou moins grande de décider de la stratégie de gestion. Dès lors qu'un PSI exerce à titre principal une activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, il devient ce qu'on appelle une SGP, une société de gestion de portefeuille, et ça entraîne la nécessité d'un agrément spécifique. Alors, vous allez me dire pourquoi il faut un agrément spécifique? Parce que vous voyez bien que la SGP, la société de gestion de portefeuille, va faire courir des risques bien plus importants à des clients, puisque son objectif
objectif, son rôle, c'est de gérer un portefeuille, ce n'est pas d'en assumer le risque en capital. Ce sont les propriétaires ou les investisseurs du fonds qui assument un risque en capital. D'où le contrôle renforcé sur l'organisation, les obligations de transparence et autres qui pèsent sur les SGP, vu aussi, ça explique aussi les garanties qu'on va demander à la SGP d'un point de vue purement financier. Les autres PSI, ceux qui ne sont pas à titre principal gestionnaires de portefeuille, peuvent exercer une activité de gestion, mais uniquement à titre accessoire à ce moment-là. Ce qui implique des conditions spécifiques d'activité. Pourquoi? Parce que ça doit rester accessoire à l'activité générale du professionnel, du PSI. Et pour terminer sur la gestion de portefeuille, il y a d'un côté ce qu'on appelle la gestion individuelle. Donc, vous connaissez certainement le terme plus technique qui est la gestion sous mandat. J'ai un mandat d'un individu pour gérer un portefeuille de titres, ou c'est tout le vaste secteur de la gestion collective qu'on désigne souvent sous les termes d'OPC, d'organismes de placement collectif. Alors, on fait souvent référence à une appellation un peu vieillotte désormais, les OPCVM. Vous êtes sans doute familier avec ça, les OPCVM, organismes de placement collectif de valeurs mobilières. Les valeurs mobilières étant un terme un peu, voire même complètement désuet, mais qui vise les titres financiers, qui renvoie juridiquement aux titres financiers. Et donc la gestion collective, c'est par exemple toutes les SICAV qu'il y a sur le marché, où vous avez des clients qui vont souscrire, mais qui vont juste acheter une quote-part du fonds, une partie du fonds. Et donc, on voit bien le rôle du gestionnaire qui, dans les deux cas, va administrer plus ou moins librement le portefeuille du client. Tout dépendra, évidemment, du contrat à la base. Et pour terminer, sur toutes ces activités qui obligent à avoir un agrément de PSI, il y a le conseil en investissement, c'est-à-dire la fourniture de recommandations personnalisées à un tiers. Ça nécessite l'agrément de PSI. Ça n'a pas toujours été le cas. Et en fait, c'est une réaction en fait, à des excès de marché, à beaucoup de scandales, puisqu'en gros, il y a une époque, n'importe qui avait deux notions de finance mettait une plaque « conseil en investissement financier ». Et évidemment, il y a eu un nombre d'escroqueries, d'abus ou d'incompétence d'ailleurs, pas nécessairement de la malveillance, mais tout simplement de l'incompétence. Et donc, on a mis en place... on a voulu s'assurer que ceux qui offraient une prestation de conseil en investissement en avaient les compétences et étaient organisés de manière à respecter un certain nombre de règles éthiques de base et puis de transmission d'informations. Et enfin, la gestion des systèmes multilatéraux, le dernier point qu'on avait vu, la gestion des systèmes multilatéraux de négociation ou des systèmes organisés de négociation. Ce sont des services d'investissement. Et là, on le comprend bien, puisque en fait, c'est une activité qui consiste à gérer une plateforme de négociation de titres financiers. Donc, on voit bien quand même que ça a un impact non négligeable sur le fonctionnement du marché. Simplement, vous pourriez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il faut être un PSI pour faire de la gestion d'un système multilatéral SMN ou d'un système organisé de négociation SON et pas de l'internalisation systématique? Tout simplement parce que ici, comme c'est multilatéral, comme il y a tout un ensemble d'intérêts, on voit bien que ça a un impact sur le marché et que ça rentre en concurrence avec le marché réglementé. L'internalisation systématique, bien sûr, elle est encadrée par des règles minimales, mais c'est tout à fait différent puisque c'est un prestataire qui va traiter en interne des ordres qu'il reçoit naturellement. Il ne va pas créer une plateforme spécifique pour cela. Il va juste, si vous voulez, avoir une approche de synergie et de cohérence, enfin pas de cohérence, mais d'efficacité, c'est le terme que je cherchais, puisque comme il a énormément de clients et qu'il reçoit tous ces ordres, eh bien, il facilite, si vous voulez, d'une certaine manière, la liquidité du marché en évitant d'alourdir les transactions. Alors voilà pour
pour ce qui qualifie le PSI. Vous voyez, donc c'est quand même un ensemble d'activités assez large, et on voit bien que derrière toutes ces activités, ça va soulever des risques financiers, ça va soulever des obligations d'organisation, de transparence, ça a des conséquences en matière de comptabilisation et autres, et puis de responsabilité d'un point de vue très juridique. C'est pour ça que ces classifications, elles ont un sens et elles ont un régime juridique distinct derrière. Et alors, pour arriver à être PSI, il faut respecter les conditions d'accès à la profession. Le principe, c'est un agrément, et c'est un principe qui est posé par le législateur et qui va être donné au niveau national, mais selon des règles dont on va voir qu'elles sont coordonnées au niveau européen. Ce principe, il faut le voir pour les PSI, sachant qu'il y a les PSI, il n'y a pas de bonne terminologie ici. Il y a l'agrément du prestataire de services d'investissement hors SGP, hors Société de gestion de portefeuille. Et puis, il y a l'agrément particulier du prestataire de services d'investissement à titre principal SGP. Alors, mais je vous ai fait des tableaux, on les verra après. Parce que du coup... tiens, j'avais oublié ça. J'aurais pu passer sur ça. Donc, voilà, je fais des tableaux pour vous montrer les différentes, mais je reviendrai dessus, je les commenterai la prochaine fois. Retenez simplement, le principe, c'est donc d'un agrément qui est posé par le législateur pour pouvoir exercer l'ensemble, ou quelques-unes d'ailleurs, de ces services d'investissement. Je précise, parce que souvent la question apparaît au détour d'une phrase, il est clair que tout prestataire de services d'investissement ne va pas nécessairement exercer l'intégralité de ces services d'investissement. Et on verra que ça a une incidence sur l'agrément. Il peut demander un agrément, il va demander un agrément pour ce qu'on appelle un programme d'activité. Le programme d'activité est plus ou moins détaillé. Le prestataire peut vouloir se concentrer sur une niche de marché ou un type d'activité. Et donc, concernant les conditions d'accès à la profession, donc il faut obtenir un agrément. Celui-ci n'est pas exactement le même selon que vous cherchez à être prestataire de services d'investissement ou société de gestion de portefeuille. Et dans les deux cas, en revanche, ça a des effets, les effets de cet agrément, éventuellement de deux ordres. Le monopole d'exercice des services d'investissement et un passeport européen, qui est un point qui est fondamental et qu'il faudra mettre en perspective avec le Brexit. Mais on va arrêter là pour deux raisons. D'abord, parce que moi, j'ai une obligation qui m'ennuie fondamentalement, mais je ne peux vraiment pas y échapper. Et puis d'autre part, parce que je vous déverse un flot de choses depuis 2 heures non-stop. Et outre le fait que je sens que le fond de ma gorge commence à chauffer, vous devez commencer à craquer complètement derrière vos écrans. Donc, on s'arrête là. Je compléterai. Alors, les points qui restent à voir sur cette partie-là et que vous avez dans les diapos, je ne vais pas les faire par des vidéos à part. Je vais bien reprendre le cours principal. C'est vraiment sur des points un peu plus précis et peut-être moins... qui soulèvent moins d'interrogations, notamment les instruments financiers. C'est vraiment de la classification. Il faut comprendre. Et après, évidemment, si vous avez, en les regardant, vous avez des questions, vous me les poserez sans aucun problème. J'y répondrai avec grand plaisir. Dans la mesure où je suis en mesure d'y répondre, évidemment. Donc, on reprend lundi prochain sur la suite. Je vais quand même essayer de voir comment structurer les choses parce que je suis en train de me dire que les séances vont passer très vite. Je ne sais pas si à distance, c'est plus lent ou pas, mais je suis en train de me dire qu'il va falloir peut-être un peu mieux calibrer ce que l'on regarde par rapport au temps disponible de cours. Donc, je vous abandonne, je vous souhaite une très bonne semaine. Vous avez donc un certain nombre de documents et je vais continuer à en remettre. Vous allez avoir évidemment un support de cours plus détaillé. Ce n'est pas de la grande littérature, mais au moins il y a des phrases formées, il n'y a pas juste des slides. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des questions par écrit si vous avez des interrogations. Ne restez pas coincés avec des interrogations au moment où vous les avez pour ne les découvrir qu'à la fin du cours. Pas de questions à ce stade? Généralement, c'est le stade où on se dit bien, vivement le goûter. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie.
Les SVT, c'est des PSI. Pardon, est-ce que vous pouvez répéter? J'ai mal entendu. Je voulais savoir si les SVT, c'est des PSI. Les SVT? Les spécialistes en valeur du trésor. Ah, pardon. Effectivement, je vous dis, je n'ai pas parlé des... les spécialistes en valeur du trésor, en règle générale, ce sont des PSI qui ont une compétence particulière sur les valeurs du trésor, sauf si vous avez des gens qui vont effectivement travailler Banque de France ou État, auquel cas vont y échapper. Mais dès lors que ce sont les intermédiaires qui proposent à des investisseurs les valeurs du trésor, ce sont des prestataires de services d'investissement. Très bien, merci. On verra simplement, effectivement, alors petit point juste, c'est pas pour vous embrouiller, c'est juste pour que vous compreniez qu'il peut y avoir une subtilité. On verra en revanche que le PSI, celui qui reçoit l'agrément, peut ensuite travailler avec des gens qui, eux, ne sont pas PSI, mais qui vont pouvoir exercer un certain nombre de services qui sont des services d'investissement parce qu'ils le feront sous la responsabilité du prestataire de services d'investissement. Et notamment, c'est les notions de ce qu'on appelle les agents liés ou des gens qui ont été mandatés. Donc, à titre individuel, le professionnel que vous allez avoir en face de vous n'est pas un PSI lui-même, mais simplement, il exerce entièrement sous la responsabilité de quelqu'un qui a un agrément. Juste pour compléter. Ok, parfait. Merci. Y aurait-il une autre question? Apparemment pas. Bon, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer des mails s'il y a quoi que ce soit. Et éventuellement, d'ailleurs, je peux aussi vous répondre collectivement parce que dites-vous une chose, quand vous vous posez une question, généralement, quelqu'un d'autre se la pose. Et j'insiste, il n'y a aucune question qui soit bête ou qui soit trop simple. Quand on a une question, il faut la poser. Très bonne soirée, très bonne fin de semaine, enfin très bonne semaine puisqu'elle commence, et nous nous voyons, nous nous parlons lundi prochain. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Monsieur, excusez-moi. Oui. Est-ce que vous allez mettre l'enregistrement sur ma course parce que c'était très vite aujourd'hui, il y a quelques notes que j'ai... Oui, bien sûr, oui, mais j'avais déjà mis le dernier. Ah ok, super, merci. Absolument, je vais mettre tous les enregistrements. En revanche, n'hésitez pas à me rappeler d'enregistrer en début de séance. D'accord. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée.